Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis tombé hier sur Twitter sur un petit extrait partagé sur le compte Twitter du Figaro d'un échange entre une journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, et Elisabeth Lévy sur le féminisme et sur leurs critiques qu'elles ont apportées au féminisme. Vous connaissez ma sensibilité politique, je ne l'ai jamais cachée, je suis à l'opposé total de ce spectre-là du Figaro, donc c'est évident que si je tombe sur un échange entre une reporter du Figaro, Elisabeth Lévy et Eugénie Bastier pour parler du féminisme, c'est évident que je ne serai pas d'accord. C'est évident que ça va un petit peu me désoler. Donc au départ, je m'étais dit: «Bon, bah, on passe à autre chose». Je l'ai partagé sur le Twitter avec un petit message pour expliquer en quoi je pensais qu'elle se trompait. Puis en fait, j'ai quand même réfléchi au cours de la journée et je me suis dit: «Mais il y a quand même des choses à en dire». C'est évident que je vais pas être moqueur, je vais pas faire mon donneur de leçons évidemment. Mais par contre, en fait, les propos qui sont tenus par ces 3 femmes-là et en particulier par la journaliste, vous allez voir, c'est un extrait qui dure à peine 1 minute. Je pense qu'il mérite d'être commenté parce que non seulement ce sont des propos qui sont tenus par des femmes et c'est toujours intéressant, en fait, de se dire, beh, toutes les femmes ne sont pas pro-féminisme, c'est une évidence. Mais en plus de ça, ces arguments-là, bah, en fait, finalement, elles ne les engagent pas qu'elles, elles engagent d'autres personnes, d'autres femmes. Ce sont des propos qui servent de token à des hommes qui disent: «Bah, vous voyez, il y a bien des femmes qui disent que, les néo-féministes, elles vont trop loin, qu'elles sont extrêmes» et cetera. Mais voilà, elles résument aussi les pensées d'autres femmes et je pense que ça mérite d'être discuté. Donc il est hors de question pour moi de me moquer, il est hors de question pour moi d'être ironique, mais vraiment d'essayer de rentrer dans le fond, en fait, de ces pensées-là et j'espère que ça va pas durer trop, trop longtemps. Donc voilà ici ce que nous dit Laure Mandeville, grande reporter au service international du Figaro. Je vous laisse d'abord l'extrait en entier, puis on le commente. Ça nous ramène à la question que vous avez traitée, je crois, récemment, c'est-à-dire dans le féminisme français, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on en vienne aux néo-féministes, l'idée du féminisme français, c'était l'égalité des droits, mais c'était certainement pas la destruction de la relation entre l'homme et la femme. Alors en fait, j'ai menti, je coupe au milieu parce que sinon je vais me perdre. Déjà, j'aime pas du tout ce truc de néo-féminisme, qui sous-entendrait qu'il s'oppose à un féminisme qui aurait été plus noble. Les luttes sociales, elles évoluent. Elles évoluent en fonction de pas mal de choses. Elles évoluent en fonction de nos prises de conscience, elles évoluent en fonction aussi de nos connaissances en sciences sociales. Plus on va comprendre comment un mécanisme de domination fonctionne, et plus on va avoir d'armes différentes pour lutter contre par rapport au passé. Et puis, bah, une lutte sociale, quand elle naît, elle lutte comme elle peut, et petit à petit, elle s'affine. Le féminisme, elle parle des féminismes en France dans les années 60 et 70. Les mouvements féministes qui étaient un petit peu vocaux. C'était les débuts où enfin on avait des mouvements d'émancipation des femmes qui étaient suffisamment forts et suffisamment puissants pour que les hommes soient obligés de les écouter. Un petit rappel, la parole elle s'est jamais libérée, la parole elle a toujours été libérée, les femmes ont toujours raconté ce qu'elles vivaient, c'est juste que les hommes n'écoutaient pas. Donc là voilà, ça a enfin été un peu entendu on va dire, parce qu'on est quand même très très loin de l'égalité. Donc, et aujourd'hui on dirait, voilà, en fait ce que sous-entend ici Laure Mandeville, c'est ces femmes-là elles se sont battues pour des choses importantes, le droit de vote par exemple, le droit de l'accès à la contraception, à l'IVG, des droits qui sont fondamentaux bien évidemment. Elles l'ont, et maintenant les féministes elles sont un peu capricieuses parce qu'elles ont déjà obtenu leurs droits, et il y a du coup ce néo-féminisme maintenant qui veut détruire la relation entre les femmes et les hommes. Alors soyez rassurés, hein, Laure Mandeville, on est toujours autant en couple qu'avant, on fait des bébés, un petit peu moins qu'avant, mais on fait toujours des bébés. La relation entre les femmes et les hommes, la relation hétérosexuelle, elle est pas menacée. Ce qui se passe en revanche, c'est que la relation hétérosexuelle, elle est repensée. Elle est repensée parce qu'on est en train de se découvrir que l'institution du mariage a tendance à enrichir les hommes et à appauvrir les femmes, parce qu'on est en train de s'apercevoir que quand il y a mariage, il va y avoir une confiscation par les hommes des biens lors d'un héritage, etc. Donc, et puis, on est en train de découvrir également des phénomènes sur lesquels on n'avait pas vraiment mis de mots pendant longtemps, mais on savait qu'ils existaient, comme le viol conjugal, par exemple. Et tout ça fait que la relation hétérosexuelle, bien évidemment qu'elle est repensée, qu'elle doit être repensée, puisqu'il semblerait que la relation hétérosexuelle telle qu'elle existe aujourd'hui reproduise des inégalités et des violences contre les femmes. Donc, c'est pas du tout une question de vouloir détruire les rapports, parce que là, on est sur la crise de la masculinité, vous savez, genre, ouh là là, avec ces néo-féministes qui appellent tout le monde au viol, les hommes savent plus draguer, machin, machin. Ouais, ouais, ça à mon œil, hein. On sait très bien comment faire. On a toujours connu la limite entre la drague et l'agression sexuelle, et les hommes qui prétendent qu'on peut plus draguer sont des hommes qui, à mon avis, ne savent pas tout à fait opposer leurs limites. On continue assez rapidement.
ou au contraire, il y a comme vous l'avez magnifiquement raconté, Eugénie, dans votre récente intervention à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est la complémentarité et la richesse en fait de cette relation qui est quand même à la base de notre société. Mais justement, la complémentarité homme-femme est jugée dans le rapport comme une forme de sexisme. Si vous dites que les sexes sont complémentaires, c'est que vous êtes sexiste. Intéressant. Si vous dites que les hommes et les femmes sont complémentaires, vous êtes sexiste. De quoi elle parle? Elle parle du rapport du HCE, qui montre que les inégalités entre les femmes et les hommes, elles se sont creusées, malheureusement. On va regarder dans un instant ce à quoi elle fait allusion. Non, c'est pas la base de la société, la complémentarité entre les hommes et les femmes. C'est pas parce que biologiquement ce sont des gamètes mâles qui fécondent des gamètes femelles que la complémentarité est à la base de la civilisation. La civilisation, elle a été créée par beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais on peut pas dire la civilisation, elle est créée grâce à la complémentarité entre les sexes. La reproduction, éventuellement, pourquoi pas. Mais bon, la civilisation, je suis un petit peu surpris. À quoi elles font référence là? Elles font référence au rapport ici 2023 du HCE sur l'état des lieux du sexisme en France. Et donc, Eugénie Bastier, de mauvaise foi comme d'habitude, toujours antiféministe au possible, toujours à mal interpréter volontairement les choses, nous dit, le rapport dit que si vous dites que les hommes et les femmes sont complémentaires, c'est du sexisme. Bon, bah non, hein, c'est pas du tout ça. Il y a effectivement un tout petit paragraphe sur la complémentarité, c'est le seul qui en parle, qui dit les clichés naturalisant les rôles de genre et les valeurs morales qui postulent une complémentarité entre les genres. Donc là, ils disent il y a des clichés qui postulent d'une complémentarité. Ils disent pas il faut pas dire qu'on n'est pas complémentaire. Ils disent que la notion de complémentarité, elle entraîne certains clichés. Bah, voyons ce que dit le rapport. Le rapport nous dit que 65% des femmes et 77% des hommes, 82% pour les hommes de plus de 65 ans, pensent que les hommes doivent protéger les femmes. Et là, on est dans du sexisme, parce que là, on est dans la définition de la virilité, où les hommes, ils devraient se montrer agressifs, se montrer violents pour protéger les femmes. Protéger les femmes, ça ne veut rien dire. Si effectivement votre compagne elle est agressée, vous devez la protéger. Mais si elle est dans un bar et qu'elle discute avec quelqu'un, vous avez toute une série d'hommes très virils, vous savez ce que je pense de la virilité, qui vont dire attends, c'est ma femme, et qui vont penser que c'est ça être protecteur avec la femme, quoi. 50% des femmes et 62% des hommes considèrent que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes. Et on comprend pourquoi ce cliché-là, il est dangereux. Le cliché, il est dangereux parce que ça sous-entendrait que, bon, bah d'accord, les femmes, elles sont toutes dans les métiers du care, qui sont mal considérées, qui sont mal payées, qui les rendent malades, qui ont des risques de burn-out, mais c'est normal, elles sont un peu plus douces. Vous voyez, c'est ça, en fait, les conséquences. Dire, en fait, il y a une complémentarité entre les femmes et les hommes, ça risque d'asseoir ces clichés-là. 46% des femmes et 39% des hommes pensent qu'il est plus difficile pour les hommes de pleurer que pour les femmes. Catastrophique de penser une chose pareille. Il faut absolument apprendre aux petits garçons à exprimer leurs émotions, qu'on sorte de cette masculinité toxique. 20% des femmes et 35% des hommes pensent que les hommes ont naturellement plus le sens de l'orientation que les femmes. Ah, j'imagine que c'est dans le gène Y, là on a une petite boussole qui nous indique comment nous diriger dans les forêts. 13% des femmes et 34% des hommes pensent que les poupées c'est pour les filles et les camions c'est pour les garçons. Là, c'est du stéréotype. Alors ça, vous voyez, ça, moi, je pense que ça peut créer de la dysphorie. Et que ça peut créer aussi pas forcément aller jusqu'à la dysphorie, mais créer des inconforts de genre chez des ados. Hein, si on continue à asseoir ces stéréotypes sexistes, qu'on s'étonne pas après quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on dit mais on comprend pas, il y a de plus en plus d'ados qui disent se sentir transgenres ou non conformes à leur genre. Bah oui, on essaie de leur donner une éducation hyper genrée. Donc si on leur donne une éducation hyper genrée dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, eh ben c'est toute leur identité qui va en mettre en question. Et enfin, le barbecue est une affaire d'hommes pour 23% des hommes. C'est probablement aussi le gène Y. Donc vous voyez, là-dedans, dans ces stéréotypes, il y a des trucs qui sont anodins, on s'en fiche qu'on pense que ce soit les hommes qui fassent le barbecue. Mais il y a des trucs qui ont des conséquences, qui ont des conséquences dans la façon dont on va éduquer nos enfants, dont on va éduquer les ados, des conséquences dans la société. Donc voilà, Eugénie Bastier, vous caricaturez tout le temps les propos féministes, mais lisez, hein, vous voyez bien qu'effectivement là-dedans, la notion de complémentarité entre les genres, moi j'aurais mis entre les sexes là en l'occurrence, la notion de complémentarité entre les hommes et les femmes, bah oui, elle drague des propos sexistes, effectivement, des principes sexistes. Eugénie Bastier, pour que vous compreniez, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment une antiféministe convaincue, qui est tout le temps à contre-courant. Et on va lire une petite interview d'elle qu'elle avait donnée aux Inrocks en 2018 qui est hyper intéressante. Parce qu'en fait, je crois qu'elle résume parfaitement la pensée de ces femmes qui ont la chance d'être du bon côté, entre guillemets, c'est-à-dire du côté de la bourgeoisie, qui ont très bien réussi dans leur carrière et qui ignorent en fait les déterminismes sociaux et qui considèrent que si elles ont réussi, tout le monde peut réussir. Et que les femmes qui disent qu'il y a des déterminismes qui vont les désavantager par rapport aux hommes, elles exagèrent, etc.
Attention, elles sont absolument pas du bon côté. Quand elles sont des femmes, donc elles ont subi des agressions sexistes, elles en subissent encore. Elles ont subi de la misogynie, du sexisme, elles en subissent encore, j'en suis absolument convaincu, mais elles ont réussi. Et donc elles se donnent un petit peu cette mission de dire: «Regardez, les néo-féministes, elles exagèrent, voilà la preuve, c'est que moi j'ai réussi et pourtant je suis une femme». Elle avait publié un ouvrage en 2018 que je trouve mais vraiment puant qui s'appelle Le porc émissaire, que j'ai pas lu, pourtant je l'ai dans la bibliothèque, mais hors de question que je le lise en fait. Je m'étais dit: «Il faudrait peut-être que je lise quand même les pensées de ces personnes-là», mais en fait je peux pas. Je crois que je peux pas. Je sais que mon ami Thomas, il m'en voudrait pour ça, mais en fait j'ai de plus en plus j'ai du mal à mettre sur un même pied d'égalité, enfin, à ouvrir le dialogue avec ce type de personnes-là et donc à vouloir comprendre comment ils pensent, même si je le fais un peu dans cette vidéo-là, mais je pense que je le lirai pas. Mais vous voyez, changer le bouc émissaire en porc émissaire pour dénoncer un petit peu le truc de balance ton porc. Bon voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Comment son bouquin elle le résume? Eugénie Bastier. Que dit vraiment la déferlante balance ton porc de nos sociétés occidentales? Je peux vous donner la réponse, hein, c'est que le viol est systémique. Comment 50 ans après mai 68, la course à la jouissance s'est transformée en chasse à l'agression? Mais en fait, on chasse pas l'agression, il y a des agressions, donc on les dénonce. Quel droit d'inventaire a en réalité engagé cette catharsis planétaire? Résistant à un puritanisme anglo-saxon qui voudrait aseptiser le tragique amoureux, alors tragique et amoureux ça va pas ensemble, hein, c'est un oxymore, sans céder au mirage libertaire d'une liberté d'opportuné, Eugénie Bastier analyse les ressorts du nouveau désordre sexuel et du malaise masculin dont il témoigne. Tout va bien pour nous, vous inquiétez pas Eugénie. Donc voyez la pensée qu'elle va développer. Et voilà une interview des Inrocks qui est faite par Anne-Charlotte Dancourt et Clémentine Spiller, qui était un peu le fond de la vidéo, que je voulais lire avec vous parce que c'est intéressant. Donc, vous considérez-vous comme féministe? C'est la première question. Elle répond non. Pour moi, le féminisme, c'est une idéologie. D'accord? Pour moi, c'est un courant politique. On peut être sensible à la condition des femmes et vouloir qu'elles soient épanouies sans être féministes. Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que être sensible à la cause des femmes, effectivement, ça suffit pas pour être féministe, mais avoir un projet politique d'améliorer la condition des femmes, c'est précisément du féminisme, quelque part. Elle dit: «C'est une vision quasi complotiste du monde. On appréciera, hein, que la domination masculine soit comparée à une vision quasi complotiste». Pourquoi on dit qu'il y a une domination masculine? Parce qu'on a en fait des indicateurs qui nous permettent de le dire, des inégalités salariales, le fait que les femmes soient les premières victimes des agressions sexuelles. Enfin, je veux dire, on va pas refaire toute la liste des inégalités qui touchent plus les femmes que les hommes. N'avez-vous pas constaté cette inégalité entre les hommes et les femmes? Elle dit: «On est d'accord sur le fait qu'il y a des constructions sociales de la féminité et de la masculinité et une dissymétrie entre les sexes, mais ce n'est pas parce qu'une chose est construite qu'elle est forcément mauvaise». Je suis d'accord avec Eugénie Bastier. Mais là, en l'occurrence, c'est mauvais puisque ça profite aux hommes et que c'est en défaveur des femmes. Ce que veulent beaucoup de féministes, c'est l'égalité, nous disent les journalistes, que l'on se comporte avec une femme comme avec un homme. Est-ce que vous pensez que c'est un combat vain? Elle répond oui. Moi, par exemple, j'apprécie me comporter différent avec un homme qu'une femme, et c'est là qu'on voit ici tout le biais. Parce que quelque part, qu'une femme se comporte de la même façon, différemment avec une femme et un homme, n'a pas d'impact négatif dans la société, parce qu'elle ne va pas nous agresser. Qu'un homme se comporte différemment entre une femme et un homme, avec des stéréotypes sexistes, c'est risqué parce que les stéréotypes sexistes qui composent la masculinité sont dangereux parce que les stéréotypes sexistes masculins font appel à la domination masculine, à la violence. Donc vous voyez, en fait, on peut pas prendre votre exemple, Eugénie Bastier, pour dire: «Bah ouais, regardez, moi j'aime bien me comporter différemment avec un homme ou avec une femme, donc ça me dérangerait pas que les hommes fassent pareil». C'est profondément problématique et dangereux. Dans votre livre, vous fustigez le néo-féminisme, ce féminisme nouveau qui, on cite, ne se bat plus pour l'amélioration du quotidien d'une majorité de femmes, mais pour la déconstruction des identités. Fin de citation. Pour moi, c'est la même chose. Déconstruire les stéréotypes sexistes, c'est se battre pour l'amélioration du quotidien d'une majorité des femmes, et des hommes d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le féminisme remet en cause les identités féminines et masculines? Elle répond: si on va au bout du raisonnement de Simone de Beauvoir, et là vous allez voir qu'il va y avoir une malinterprétation, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Je vous lis l'extrait et on en reparle. Elle dit par exemple que l'instinct maternel n'existe pas, ça c'est vrai, ou qu'il n'existe pas entre les deux sexes de distinction biologique rigoureuse. Non, en fait, c'est pas du tout ça ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, la distinction biologique, à la naissance, effectivement, n'existe pas. Que les nourrissons, garçons et filles, vont se comporter de la même façon, avoir à peu près les mêmes besoins. Ce qu'elle explique, c'est que la différence qu'il va y avoir, elle va se faire au moment où les enfants vont grandir. Et elle, le point de vue de Simone de Beauvoir, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas une différence des sexes qui va différencier les femmes et les hommes. Ce qui va créer une différence dans la construction, c'est la société. C'est les stéréotypes qui vont faire que un nourrisson, quand c'est une petite fille,
va être produite comme la société imagine qu'est une petite fille. Exactement pareil pour un petit garçon. Elle dit pas qu'il n'existe pas de différence biologique rigoureuse, c'est pas ça ce qu'elle dit. C'est que ce ne sont pas ces différences biologiques qui expliquent ces différences-là. Elle dit très méchamment, le néo-féminisme est au féminisme, ce que Nuit debout est au marxisme. Une vision caricaturale, je suis pas d'accord, il s'est passé des choses très intéressantes à Nuit debout. Je trouve ça un peu dur. De quelle manière avez-vous l'impression que le néo-féministe déconstruit ses identités? Elle dit le néo-féminisme est fait de slogans, de campagnes anti-harcèlement, anti-sexisme. Oui, mais le féminisme des années 60 et 70 également. Il faut lire Annie Ernaux, Eugénie Bastier. Il cherche à polisser les comportements par la loi. Mais non, pas du tout. Les féministes aujourd'hui, elles cherchent à ce que la loi soit appliquée. Hier sur Twitter a circulé une vidéo d'une femme en situation de prostitution qui manifestait seins nus, et on voit un gilet jaune qui arrive et qui lui attrape le sein. Ça, c'est une agression sexuelle, c'est défini comme tel. Il y avait des policiers à côté, ils sont pas intervenus, il y avait des hommes à côté, ils sont pas intervenus. On cherche pas à polisser son comportement, on cherche à ce que la loi soit appliquée. Cet homme s'est rendu coupable d'une agression sexuelle, il devrait être condamné pour ça. Et elle dit, je pense que les rapports hommes-femmes sont bien trop complexes pour cela. Comme par exemple la suppression de l'appellation mademoiselle. Alors pourquoi l'appellation mademoiselle, elle est sexiste? C'est pas parce qu'on se bat contre des mots, on s'en fiche de se battre contre des mots. C'est parce qu'en fait, elle n'existe pas chez les hommes. Mademoiselle, ça signifie que les femmes sont obligées de se déclarer célibataires ou non mariées. Parce que c'est assez difficile de savoir. Ça n'existe pas chez les hommes. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que les femmes, elles sont encore considérées comme appartenant aux hommes. Soit elles sont mariées, elles sont des madames, soit elles ne le sont pas, elles sont des mademoiselles. Ça va pas du tout. Les journalistes demandent le droit de vote, la contraception, l'avortement, le divorce par consentement mutuel, la possibilité pour les femmes d'avoir une carrière, un compte en banque à leur nom. N'attribuez-vous pas ces avancées au féminisme? Elle répond, en ce qui concerne la loi Veil, je ne la considère pas comme une loi féministe. Excusez-moi, j'ai du mal à avaler ma salive. Ce n'est pas une loi qui disait c'est une revanche des femmes contre les hommes. Non, mais le féminisme, c'est pas des femmes qui prennent leur revanche contre les hommes. Là, on est dans la panique morale réactionnaire totale. Voilà, de ces personnes réactionnaires ou à droite qui considèrent, qui caricaturent en fait les mouvements actuels et qui vont dire, je sais pas, les mouvements trans veulent abolir tout ce qui est cis, les féminismes veulent abolir tout ce qui vient des hommes, etc. Elle dit, ce n'est pas une libération de la femme, c'est une loi de santé publique. Bah pardon, mais donner la possibilité à des femmes d'avoir le contrôle de la maternité, c'est quand même elles les premières concernées, si c'est pas une libération des femmes. Et si vous voyez ça comme une revanche des femmes contre les hommes, c'est quand même inquiétant. On considère qu'une femme qui demande l'avortement a déjà pris sa décision. Lui expliquer la beauté de la maternité au moment de faire des démarches, est-ce que c'est pas une manière de l'influencer? Parce qu'Eugénie Bastier, elle n'est pas tout à fait pro-IVG, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, elle répond, c'est une vision anti-féministe des femmes. C'est considérer qu'elles sont influençables et incapables de faire un choix. Bah non, c'est un délit d'entrave à l'IVG en fait. Hein, d'accord? Et ça, c'est dans la loi également. Ensuite, on dit, que pensez-vous des livrets pro-vie distribués dans des lycées privés? Eugénie Bastier répond, je ne l'aurais pas forcément dit de cette manière-là, mais à partir du moment où les parents font le choix de mettre leurs enfants dans un lycée catholique, ils le font en connaissance de cause. D'autant que ces tracts ne font que reprendre la position officielle de l'Église sur le sujet. Encore une fois, en fait, c'est un délit d'entrave à l'IVG, on n'a pas le droit de faire ça. Et elle répond ensuite, alors là c'est osé, les tracts du planning familial sur la sexualité ne me plaisent pas forcément, mais ils sont distribués dans des lycées publics. Non mais attendez, heureusement qu'on fait de l'éducation à la santé sexuelle dans les lycées publics. je veux dire, heureusement. Comment peut-on mettre sur un même pied d'égalité des tracts pro-vie, donc anti-avortement, et de l'éducation à la santé sexuelle? Ensuite, on nous dit, on a toujours étudié des classiques littéraires, ça n'a pas empêché le sexisme. Ah oui, attendez, non, plus intéressant derrière. Avec une éducation à l'égalité reçue dans l'enfance, un adolescent ne se laisse pas influencer par le sexisme de la télé-réalité ou du porno. Cite un truc de 2018 qui avait fait pas mal de bruit. Elle dit, je suis d'accord, mais je ne crois pas que cela doit passer par la déconstruction des contes pour enfants comme le prônent les ABCD de l'égalité. Je suis pas tout à fait d'accord. Quand on va dans des musées aujourd'hui et qu'il y a des œuvres jugées problématiques, de plus en plus souvent vous avez un texte qui est écrit par le conservateur ou la conservatrice ou la personne qui gère la collection, pour remettre ce truc en question. Je vous en avais parlé c'était quoi? C'était le kidnapping d'Antiope, que j'avais vu en Belgique. Il avait écrit, à l'époque on y voyait un rapport de séduction, aujourd'hui on y voit un rapport de domination, voire d'agression sexuelle.
Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de déconstruire les contes dans le sens où Eugénie Bastier l'entend et de dire, «Oh, il faut surtout plus lire les contes pour enfants». L'idée, c'est de mettre en avant, par exemple, la démarche de Tiffany sur les contes, pour en faire des contes plus égalitaires. L'idée, éventuellement, c'est d'expliquer que, je sais pas, dans Blanche-Neige, bah, en fait, on n'embrasse pas une femme juste parce qu'elle est endormie, ce genre de choses. Ça, c'est plutôt bien. Elle dit ensuite: «Je suis plutôt favorable à des cours d'éducation sexuelle au lycée qui luttent contre l'emprise de l'imaginaire pornographique sur les adolescents». Ouf, on est d'accord sur un point. Par ailleurs, je pense que l'éducation revient surtout à la famille. Quelqu'un qui a été correctement éduqué par sa mère et son père ne se comporte pas comme un porc avec les femmes. Ben non, 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 c'est pas la faute des parents, si les hommes se comportent mal. Et c'est, bah, justement pour ça que, on a encore une fois la preuve que quelqu'un cite Simone de Beauvoir sans avoir lu Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que si les hommes se comportent, attention quand je dis ça, si les agressions sexuelles sont en grande majorité le fait des hommes, c'est parce que la construction sexiste, stéréotypée, on va dire extrême de la virilité, bah, produit ça, produit de la violence. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Ce que je vais vous dire, c'est que ces propos-là, ils sont assez intéressants. Je suis entré vraiment dans une nouvelle démarche sur cette chaîne, j'en suis absolument convaincu depuis un petit moment. Avec peut-être une prise de conscience de ce que mes prises de parole peuvent provoquer. Je crois que le fait d'avoir dépassé les 1000 abonnés il y a un an et d'être aujourd'hui à 3000 m'a aussi fait prendre conscience que quand je parle de certains sujets qui sont récupérés d'une certaine façon par des personnes dont la sensibilité politique n'est pas la mienne, bah, que c'est problématique et qu'il faut arriver à réfléchir de façon un petit peu différente, de façon peut-être beaucoup plus bienveillante, mieux posée et également être capable de dénoncer des choses que je dénonçais pas avant. Avant, j'étais parti du principe qu'il ne fallait surtout pas que je parle de ce genre de choses parce que c'était des propos tenus par les femmes. Mais on peut tout à fait analyser ces propos-là sans être condescendant, sans faire preuve de sexisme, en expliquant, comme je l'ai fait au départ, bah, pourquoi probablement ces trois femmes-là en viennent à lutter contre le féminisme. Elles sont entre guillemets du bon côté, tout en rappelant qu'elles subissent aussi du sexisme, et que ça fait partie des choses que j'ai lues en sciences sociales. Pour qu'une femme réussisse, il faut en fait qu'elle s'adapte aux règles du jeu masculine. Et donc, bah, c'est pas incohérent de voir ce genre de discours. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de les dénoncer, c'est pas juste de dire: «Oh là là, regardez, Jenny Bastier, regardez la journaliste du Figaro, regardez Elisabeth Lévy, elles ont rien compris». C'est de se dire qu'en fait, ces pensées-là, bah, elles existent en France. Elles sont peut-être plus importantes que ce qu'on croit parce que nous, on est dans un microcosme. Là, on est tous ensemble sur la chaîne, on a à peu près tous les mêmes convictions, tous et toutes les mêmes convictions, sauf sur certains points sur lesquels on peut diverger, évidemment. Mais on est à peu près tous d'accord avec ça, tous et toutes d'accord avec ça. Mais peut-être en réalité qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, de femmes aussi, qui comprennent pas en fait les luttes féministes et qui mettent de l'énergie contre. Et ça vaut le coup d'en parler. Et ça vaut le coup de déconstruire ces discours-là et de voir où est-ce qu'on y trouve des failles, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit format dans les commentaires. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon dimanche, de prendre soin de vous, et on se dit à très vite, j'espère que tout va bien. Au revoir.